Là, il me semble qu'on est à un tournant sur l'impératif collégial, c'est-à-dire, comme le disait Jacques Chevalier, un peu cet impératif de tout faire ensemble tout le temps, de A à Z dans les projets de recherche collaborative. Et on voulait interroger cette question de la collégialité et de peut-être dépasser cette collégialité, en tout cas montrer ses tenants et ses aboutissants autour de deux points clés. La question de la sociabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en termes de sociabilité, en termes de communauté, quand on fait des recherches participatives, quel lien social se crée et quel aussi rapport de membres on fédère quand on fait de la recherche participative. Donc, c'est bien la question de l'inclusion et la question des nouveaux membres qu'on fédère avec cette question ce que en sciences de la santé mentale, on appelle les personnes concernées. En quoi on étend l'effectif des personnes concernées quand on essaie d'inclure comme ça dans les recherches participatives. La deuxième, donc ça c'est le premier mode qu'on veut interroger, c'est cette modalité de sociabilité, quel type de sociabilité on crée. Deuxième volet de cette question du collectif, c'est celle des mécanismes de coordination qui se passent dans les collectifs de recherche participative. Alors des coordinations qui peuvent avoir un volet marchand, qui ont souvent des volets organisationnels, mais aussi qu'on peut estimer être aussi dans un certain nombre de cas altruistes. Et puis, se poser la question ce matin dans la discussion de la réciprocité. Donc, quel type de réciprocité dans ces modes de coordination de l'action réalisés par les collectifs de recherche participative. Voilà pour l'introduction. Je laisse Paul. Je vais juste dire qu'on va procéder de la façon suivante. On va laisser la parole aux intervenants pendant 3-4 minutes qui se présentent. On a 3 intervenants. Ensuite, on posera 4 questions successives. Enfin, une première question où il y aura une réponse en 4 minutes par chaque intervenant, une deuxième, une troisième, une quatrième. Qui nous mènera à l'heure et demie prévue pour ce temps de table ronde. Très bien. Merci Florian pour avoir introduit et puis posé un peu les termes de la table ronde. Alors, moi, pour ma part, je vais vous présenter les 3 intervenants qui nous ont fait le très grand plaisir de participer, de venir témoigner dans le cadre de cette table ronde. Alors, première intervenante, c'est Chloé Anger, qui est chercheuse intervenante pour le dispositif BRICO auprès de la Fédération des services sociaux, donc, qui est située à Bruxelles. Ensuite, nous avons Laure Duclerc, qui est coordinatrice à l'antenne lilloise de l'association Entourage et qui est en charge d'un dispositif qui s'appelle Linked Out. Et enfin, Benoît Hérault, qui est enseignant-chercheur au centre Max Weber de l'Université Lyon 2 et qui est aussi animateur de la démarche de recherche citoyenne Cap Droit. Donc, je vais commencer tout de suite par vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter en quelques minutes. Donc, Chloé Anger. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger sur ces questions-là. Et donc, moi, aujourd'hui, je viens en tant que chercheuse intervenante, c'est mon intitulé, au sein de la Fédération des services sociaux. Et je travaille sur un projet spécifique qui s'appelle le projet BRICO. C'est un acronyme qui veut dire Bureau de recherche et d'investigation sur les communs. C'est un petit peu jargonnant, mais pour faire plus simple, ce sont des ateliers de quartier qu'on organise dans des quartiers précarisés bruxellois et pendant lesquels on va aller accueillir les habitants du quartier et les interroger sur leur perception de ce quartier-là et la perception qu'ils ont des choses qu'il faudrait changer de manière immédiate, assez concrète, au sein du quartier. Donc concrètement, comment ça se passe ? On va donc, nous, dans des quartiers qu'on ne connaît pas du tout, on vient comme acteur tiers.
on ouvre un espace pendant 3 jours dans des endroits qu'on essaye de trouver les moins connotés possibles, donc pas des endroits qui sont associés à des institutions ou autres. Dans l'idéal, pour nous, c'est même des lieux un peu désaffectés, des vieux cafés qui ont fermé, parfois un peu des lieux culturels, mais qui ne sont pas trop connotés. Et on vient avec une machine un peu logistique, avec des tables, des chaises, une cuisine mobile, de la décoration, des lampes. On s'installe là pendant en moyenne 3 jours. Et on va accueillir les habitants avec du thé, du café, des repas de midi gratuits pendant ces 3 jours. On va accueillir les habitants en leur disant que l'idée, c'est d'avoir un moment convivial au sein du quartier pour échanger et discuter de ce qui s'y passe. Donc, on a une équipe de 2 logisticiens qui s'assurent que tout soit en place. À partir du moment où il y a juste de l'eau et de l'électricité, on arrive toujours à s'installer. On a un crieur public qui va dans la rue, qui va vraiment vers les habitants, qui explique ce qui est en train de se dérouler, qui explique le dispositif qui est en train de s'installer. On a un cuisinier qui vient pendant les 3 jours préparer à manger sur place pour qu'il y ait des odeurs. Voilà, donc c'est des bons repas. Et on est aussi 3 chercheurs intervenants qui récoltons la parole des habitants pendant les 3 jours. On la récolte, on la documente, et puis à la fin des 3 jours, on va la restituer aux habitants qui ont participé aux 3 jours de Brico et qu'on invite à revenir à la toute fin, mais aussi aux acteurs locaux, aux associations, aux institutions. On les invite à venir participer à ce moment-là et on va leur restituer la parole habitante avec pour objectif de s'emparer de ce que les habitants nous ont proposé. Et donc, le Brico, c'est ces 3 jours-là, mais c'est aussi un dispositif plus large. Donc, nous, avant d'arriver dans ces quartiers, on fait tout un travail de prospection où on présente le dispositif aux acteurs de quartiers spécifiques. On vient leur expliquer qu'on a un dispositif qui est à la fois logistique et méthodologique, qui se met au service des quartiers. On vient voir s'il y a un intérêt par rapport à notre dispositif, si ça pourrait répondre à des besoins du quartier, si c'est approprié. Avec ces acteurs-là, on va aussi adapter le dispositif et donc voir si on pose des questions sur le quartier dans sa globalité, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Nous, on utilise souvent le terme réparer. Est-ce qu'il y aurait des réparations à faire pour questionner des questions globales de déterminants de la santé, mais ça peut aussi être des réparations très concrètes dans la rue. Voilà, donc ça peut être des questions générales ou parfois on va faire des bricots plus thématiques autour d'une thématique spécifique qu'on identifie avec les acteurs parce que c'est des questions qu'eux connaissent peu ou aimeraient entendre les habitants sur ces questions-là. Et puis, à la fin du bricot, on va continuer à se voir de manière régulière avec les habitants qui le souhaitent, qui ont participé au dispositif et qui ont envie de faire partie de la suite du processus, et les acteurs aussi associatifs et institutionnels qui ont envie de faire partie de ce processus-là. Et ensemble, on va porter ces réparations. Je sais pas, je pense pas que ce soit le cas en France, mais en Belgique, ouais, je m'arrête tout de suite. Le Brico, c'est un magasin de bricolage. Et donc, c'est un petit jeu de mots là autour aussi et des réparations pour bien dire que l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des actions concrètes dans les quartiers qui soient petites. L'idée, c'est pas de révolutionner les quartiers, mais de partir ensemble de manière collective autour d'enjeux qui peuvent quand même améliorer les conditions de vie des personnes dans ces quartiers-là. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue. Très bien, merci. Madame Duclerc. Oui, bonjour à tous. Merci Chloé pour la présentation très compréhensive. Donc enchantée, moi je suis Laure Duclerc et moi je suis salariée de l'association Entourage à Lille. À savoir qu'on est une association nationale. Aujourd'hui, on est à Lille, Paris, Rennes, Lorient, Marseille et Lyon. Et c'est une association qui vient tisser du lien social auprès de personnes sans domicile fixe, personnes sans abri ou en situation de très grande précarité. On a une application mobile, on parle de mettre la technologie au service du social avec un très fort impact, car le but est vraiment de permettre au grand public, aux riverains, à des bénévoles, de retisser du lien social avec ces personnes très exclues. Et en fait, c'est vraiment permettre à deux mondes qui ne se côtoient tous les jours dans les grandes villes d'entrer vraiment en contact. Et moi, mon poste au sein du réseau Entourage, je déploie un dispositif qui s'appelle Linked Out. Ça a émergé en 2019 avec ce même constat de se dire quand on est en parcours de réinsertion, quand on sort d'un parcours de rue, la question de l'emploi vient très rapidement par la suite. Par contre, quand on n'a aucun entourage autour de soi, quand on n'a aucun réseau pro, ça peut être très compliqué de retrouver un travail. Et Linked Out, pour faire bref, c'est une plateforme où on diffuse, on rend visible le CV de candidats qui auraient très peu de réseau, qui sont dans des situations de précarité. À savoir que la précarité aujourd'hui, ça a de nombreux visages.
Et donc, c'est un parcours de 6 mois entre un coach bénévole qui est en entreprise, soit qui a monté sa boîte ou qui est salarié d'une entreprise, qui a un réseau à disposition, qui a envie de donner de son temps auprès d'une personne qui cherche à retrouver un emploi. Donc, il y a le parcours de 6 mois qui est très humain. C'est d'abord la rencontre de 2 humains. Il y a le travail sur le CV, il y a des entretiens fictifs qui sont faits. Et il y a le CV qui est fait sur d'autres plateformes. Et LinkedOut, ça vient un petit peu en dérivé de LinkedIn. LinkedOut, c'est le réseau pro de ceux qui n'en ont pas. Et en fait, on va venir viraliser le CV de ce candidat en le rendant visible avec l'accord, bien sûr, de ce candidat. Donc, on est vraiment sur 3 piliers. On sensibilise les entreprises à recruter inclusif, même si ce terme, aujourd'hui, a une dimension très large. On permet ce coaching humain entre un coach et son candidat. Et à côté de ça, il y a la visibilité qu'on donne au CV et à l'humain qui est derrière cette recherche d'emploi. Voilà pour moi. J'espère avoir été courte et précise. Très bien. Très bien, Merci. très bien, très bien. Merci. Monsieur Hérault? Oui, donc moi je suis enseignant-chercheur en sociologie et j'ai participé, j'ai impulsé dans une dynamique collective une démarche donc de recherche citoyenne qui s'intitule Cap Droit, dont le point de départ, c'est de constater que des personnes concernées par des mesures de tutelle, curatelle ou de soins sans consentement participent peu au débat sur les évolutions ou sur les évaluations de ce type de mesures de protection. Cette absence de participation s'est révélée d'autant plus dommageable dans un contexte international qui, pour certaines instances comme l'ONU, invite à une abolition des mesures comme les tutelles, curatelles ou soins sans consentement. Donc l'idée, ça a été de se dire comment faire pour que les expériences, les expertises sur ces mesures de protection, tutelle, curatelle, soins sans consentement, puissent être présentes dans l'espace public et scientifique. Et donc, la démarche Cap Droit propose une méthodologie, on va dire, de mise en problème public de l'expérience, permettant à des personnes directement concernées par, on va dire plus largement, des empêchements à l'exercice de leurs droits, de pouvoir documenter et participer à l'espace public et scientifique de discussion.